formidable, merci d'être là. Merci à vous, vous êtes extraordinaires, merci de venir et de soutenir Backseat. Bienvenue à vous qui nous regardez en direct sur Twitch, bonsoir le chat, bonsoir à vous et bonjour aussi si vous nous regardez en replay sur YouTube et bonjour aussi si vous nous écoutez en podcast. Chers amis, dans cette émission spéciale de Backseat sur le conflit en ce moment entre Israël et la Palestine, on aborde un sujet difficile, on aborde un sujet sensible et on l'aborde pas tout seul. Il y a une particularité de ce conflit israélo-palestinien, même si même ce mot-là est miné et devient compliqué à utiliser. Il y a une particularité, c'est que on a tous grandi avec ce conflit. J'en parlais avec mon père, il est né, ce conflit existait déjà. Je suis né, ce conflit existait déjà. Et les jeunes qui nous regardent, les plus jeunes qui nous regardent, qui sont nés dans les années 2000, sont nés, ce conflit existe déjà, il est encore là. Il est structurant, ce conflit, y compris dans le paysage politique français. On l'a abordé au cours de la première partie. Mais il est aussi sensible, il provoque des débats houleux, il évoque des débats passionnés et il rend l'exercice, par exemple, de cette émission Backseat ce soir, extrêmement difficile, pour pas dire impossible. On a souhaité ce soir ne pas recevoir d'invités politiques parce qu'on s'est dit que c'était pas le temps de donner la parole aux politiques, qu'on voulait donner la parole à d'autres personnes, à des personnes qui ont eu le courage de prendre la parole ces derniers jours pour s'exprimer sur ce sujet et pour donner et dire ce qu'ils et elles ont vécu. J'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau et je vous demande de l'applaudir Anna Assouline. Bonsoir Anna. Bonsoir, merci. Merci à toi d'avoir accepté de venir sur le plateau. Anna, toi tu es la fondatrice d'une association qui s'appelle Les Guerrières de la Paix. Tu as réalisé un documentaire et tu es revenu encore très récemment de la Palestine parce que tu y étais encore vendredi dernier. Tu es parti juste avant le début des attaques terroristes du Hamas. Exactement, oui. Donc pardon. Non, mais je te demanderai juste après. Avant ça, je vais présenter ton voisin. Ton voisin, c'est Raphaël Amselem. Raphaël, vous pouvez l'applaudir, Raphaël Amselem. Merci d'être avec nous. Parle bien dans ton micro. Parle bien dans ton micro, mets bien ta bouche pile poil devant, Raphaël. Tu es responsable d'études pour un think tank qui s'appelle Génération Libre, un think tank qu'on peut qualifier de libéral. Oui. C'est un peu dans le titre, en même temps tu me diras, donc c'est assez bien foutu. Et tu es l'auteur d'une tribune sur antisionisme et antisémitisme qui est parue dans l'Express il y a quelques jours maintenant. Encore une fois, merci à tous les deux d'être venus. Il y a un truc qui vous lie tous les deux, c'est que vous avez parlé. C'est que vous vous êtes exprimés dès le début. Dans ce moment, et c'est cette petite introduction que j'ai voulu faire en disant qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres de s'exprimer. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à parler ? Je pense qu'on est concerné par un sujet commun qui est que malheureusement, et c'est ce que j'ai essayé d'aborder dans la tribune, lorsqu'il y a une résurgence du conflit israélo-palestinien, il y a malheureusement des résurgences qui se font en diaspora. À savoir qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme. Et c'est systématique. Le mot diaspora, tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît ? C'est-à-dire que les Juifs qui sont en dehors d'Israël, en Europe ou ailleurs, et cette résurgence peut être caractérisée par plusieurs éléments. Je me souviens par exemple en mai 2021, il y avait eu des premiers conflits qui avaient émergé, et le Jewish News, qui est un grand journal britannique juif, avait noté une augmentation de 600% des actes antisémites. D'accord. Et actuellement, ce sont, pour parler pour mon cas, ma synagogue, qui est aussi une école, est en train de se barricader avec des brigades de policiers. C'est à peu près. À Paris ? Non, en proche banlieue parisienne. Mais effectivement, à Paris, je pense que c'est encore pire. C'est une amie qui a hier été insultée dans le métro simplement parce qu'elle discutait d'Israël au téléphone sans prendre de position particulière. Donc c'est une résurgence de l'antisémitisme qui t'a donné envie de parler. Bien sûr, ce qui fait qu'on est directement concerné. Moi, si vous voulez, j'ai jamais été là-bas. Je me sens lié par le cœur, mais je n'ai pas d'attache particulière au-delà de ça. Mais le fait est qu'à chaque fois que ce conflit revient sur le devant de la scène, cela résulte sur une augmentation des actes antisémites et qui appelle donc, et je conclurai sur ça, à une certaine mesure quand on traite de ces événements, parce que malheureusement, non seulement il y a des actes antisémites, mais on a eu sur notre sol des attaques qui ont été motivées aussi au nom des Palestiniens, et ça ne doit en aucun cas empêcher de parler aussi du sort des Palestiniens, évidemment. Anna, toi, tu y étais sur le terrain juste avant, je le disais. Tu y étais pourquoi, d'ailleurs ? Oui, alors j'y étais justement donc, avec cette association que nous avons créée, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est en résonance. Il y a 2 ans, avec un groupe de femmes, on a décidé justement, précisément dans un moment, et moi... je crois que nous tous, d'ailleurs, ici, je fais partie d'une génération qui a grandi avec le conflit israélo-palestinien et pour qui ce conflit a été un détonateur de tensions entre les communautés dans notre pays. C'est pas des choses qu'on a vues de loin, c'est des amitiés qui se sont déchirées, c'est des disputes, des cours de récré aux réseaux sociaux qui ont jalonné notre vie. Et donc, il y a eu, il y a 2 ans, un épisode de résurgence de violence
entre Israël et Palestine, qui, de nouveau, provoquait ce qu'on est en train de vivre cette fois-ci, dans une mesure différente, puisqu'on est dans une situation inédite. Mais en tout cas, c'était de nouveau ce sentiment d'étouffement autour de positions très polarisées, d'assignation à devoir prendre parti, se retrouver dans des camps les uns contre les autres. Et à ce moment-là, avec un groupe de femmes, on a décidé justement, de femmes juives et musulmanes, de porter une autre voix, de dire qu'une autre voix était possible, une voix plus tolérante, plus nuancée, qui accepte aussi le narratif de l'autre, la complexité. Et c'est donc ça qui a motivé la création de ce mouvement des guerrières de la paix, qui ensuite a pris une dimension plus internationale. Parce que les guerres de la paix, c'est aussi le titre d'un documentaire que j'ai réalisé sur les femmes israéliennes et palestiniennes engagées pour la paix et la justice. Donc on a choisi d'assumer cet hommage à leur engagement. Avec cet oxymore, du coup. Oui, un oxymore qu'on assume pleinement. On pourra en parler aussi après, mais justement, il y avait cette idée de se dire que si des femmes au cœur de ce conflit, directement impactées par les conséquences, les deuils, etc., que ça implique, peuvent réussir à se parler, on devrait pouvoir en faire autant dans notre pays. Usul. Alors oui, il y a peut-être encore aujourd'hui deux camps, notamment celui de la guerre et celui de la paix. C'est un peu ça votre manière de formuler le truc. Il y a encore des perspectives de paix? Quelles sont-elles aujourd'hui, y compris sur le terrain, parce que vous en revenez il n'y a pas longtemps? Oui, alors, donc déjà pour répondre sur cette histoire de camp, justement, moi je crois que ce qui est très important, et c'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'est les militants palestiniens et israéliens qu'on a rencontrés, c'est que depuis trop longtemps, on nous impose un schéma polarisé où on aurait d'un côté les pro-israéliens et de l'autre les pro-palestiniens. Je crois qu'il est temps un petit peu de revoir les choses différemment. Et c'est ce que nous ont dit les militants sur le terrain là-bas. Et je crois que même ici, dans la manière, parce qu'on a une responsabilité aussi dans la manière dont on commente et dont on s'exprime sur ce conflit, il est temps de comprendre que c'est pas ça les deux camps. S'il y a deux camps, c'est ceux qui œuvrent aujourd'hui pour la paix et pour la justice, et ceux qui continuent d'alimenter les haines et de poursuivre une logique de destruction et de négation de l'autre. Donc déjà, pour cette histoire de camp, c'était important de le préciser. Et après, pour les perspectives, évidemment, on est dans un moment de sidération. On est dans un moment de deuil aussi, je crois. C'est pas évident d'ailleurs de venir parler ce soir. Moi, je le fais parce que j'ai le sentiment qu'on a une responsabilité de faire entendre ces voix-là. Mais on est aussi dans un moment de grande émotion qui impose une forme de dignité. Donc en ce moment, effectivement, c'est difficile de parler de perspectives de paix. Mais on revient aussi nourri d'un espoir infini de rencontres avec des militants dans la société civile palestinienne et israélienne, de gens qui ne sont pas des bisounours, qui ne sont pas des déconnectés utopistes, de gens qui vivent dans leur chair les conséquences de ce conflit. Je pense à un militant extraordinaire palestinien qui s'appelle Ali Abou Awad, dont le frère a été tué par un soldat israélien à un checkpoint, qui a un parcours extraordinaire de résilience. Je pense à cette mère endeuillée, Robi Damlin, qui a perdu son fils, qui a été assassiné par un sniper palestinien. De ces gens qui nous donnent un peu une leçon de vie, d'humilité, et dont je crois on devrait un peu plus écouter et relayer les voix ici et partout. Raphaël, toi, tu as publié dans l'Express, je le disais, une tribune qui s'appelle « On ne peut pas dissocier l'antisémitisme de l'antisionisme ». Est-ce qu'avant de nous parler de leur association, tu peux nous parler de leur définition, s'il te plaît, pour nous aider à comprendre ? Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est une question importante, parce que ce sont des termes extrêmement chargés en connotation. Bah ouais. Beaucoup de personnes se disent antisionistes parce qu'elles critiquent une politique gouvernementale, la politique du gouvernement israélien. Alors c'est à la fois le juif religieux et le libéral qui va vous parler. Tous les gouvernements doivent pouvoir être critiqués. Donc par antisionisme, je n'entends pas du tout, en aucun cas, la critique du gouvernement israélien. Et d'ailleurs, sur le plan, je dirais, académique, universitaire, on peut citer des auteurs comme Michael Walzer. Michael Walzer est un juif engagé dans une gauche très radicale. C'est un auteur qui n'hésite pas à parler de colonisation, à dire qu'il y a une inégalité des droits, qu'il y a du racisme dans la société israélienne, et qui pourtant n'associe pas du tout cette critique-là à de l'antisionisme. L'antisionisme n'est pas l'opposition au gouvernement d'Israël. Non, c'est quoi alors ? C'est la délégitimation d'une autodétermination juive qui, selon un cadre de droit international, a été reconnue comme étant Israël. D'accord. Ok. Donc ça, c'est l'antisionisme. Et l'antisémitisme est une discrimination spécifique des juifs en tant que juifs. Exactement. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, lie les deux ?
Ce qui lie les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord une question contextuelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une résurgence du conflit israélo-palestinien, il y a une résurgence de l'antisémitisme. Si vous voulez, j'ai parlé tout à l'heure des événements de 2021, mais on pourrait prendre de ce qui s'est passé là actuellement. Darmanin a annoncé des chiffres en matière de processus judiciaires qui sont en cours. On peut parler par exemple de cette vidéo à Sydney où un rassemblement pro-Hamas, rassemblant 200 ou 300 personnes devant l'opéra de Sydney, a vu des militants crier « gazer les Juifs » et « fuck the Jews ». Voilà. C'est une amie hier qui, dans le métro, a eu des insultes. C'est un groupe on a eu les images WhatsApp, un groupe qui voulait manifester devant une école primaire juive avec des drapeaux palestiniens, sans qu'on puisse voir évidemment le rapport qu'il y a entre les deux. Donc, avec l'école primaire, tu veux dire? Oui, bien sûr. Une école primaire juive n'a rien à voir avec la politique appliquée par le gouvernement israélien. Alors, ça, ok, donc là, tu nous expliques qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme à chaque fois qu'il y a des événements, mais quel est le lien, du coup, avec le sionisme ou l'antisionisme, du coup? À quel moment il arrive, ce lien-là? Parce qu'il y a une association qui est faite entre, je dirais, la figure du sioniste et la figure du juif. Alors, par sioniste, parce qu'on va continuer dans les définitions, je pense que c'est important de cadrer. Par sioniste, on entend quelqu'un qui est pour l'existence d'une autodétermination juive, selon le droit universel reconnu par l'ensemble des textes de droit international, qui s'appelle Israël. Et selon le même principe, on doit être pour un droit à l'autodétermination pour les Palestiniens. La question, c'est le comment, etc. Mais bon, bref. Donc, il y a une association... C'est important. Le sionisme ne veut pas dire la négation du droit à l'autodétermination des Palestiniens. Absolument pas. Et d'ailleurs, au moment de la création de l'État d'Israël, il y a eu des négociations qui ont eu lieu, alors de façon assez... bousculées, virulentes et qui n'ont pas été du tout fructueuses, mais à plusieurs reprises, il a été question d'accorder un espace d'expression nationale et démocratique aux Palestiniens. Donc il n'y a pas d'opposition de principe, et je dirais même au contraire, si on est dans une démarche universaliste, c'est-à-dire on ne doit discriminer personne, la justice ne se limite pas à un lopin de terre, eh bien à ce moment-là, ce qu'on défend pour les Juifs, on doit le défendre pour les Palestiniens, on doit le défendre pour tout le monde. Donc partant de ce principe-là, l'autodétermination vaut pour tous. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'est-ce qu'il entend par autodétermination? Désolé, je suis con comme une poutre. Tu n'es pas con comme une poutre, tu poses une question difficile. Les questions sont non, mais c'est une excellente question. C'est quoi l'autodétermination? C'est un concept qu'on retrouve dans des mouvements régionalistes, dans des mouvements nationalistes, dans des mouvements de décolonisation. C'est la possibilité pour un peuple de déterminer lui-même ce vers quoi il veut aller. Fût-ce l'adhésion à une république déjà existante. Par exemple, là, il y a encore eu des référendums d'adhésion à la France en Nouvelle-Calédonie, c'est un exemple. Fût-ce l'indépendance, l'autonomie. On fait ce qu'on veut, on se dote de notre propre État, de notre propre autorité. C'est ça, l'autodétermination, la capacité de déterminer soi-même en tant que peuple ce que veut. Pardon de t'avoir coupé. Et ce sont des rappels qui sont importants. Je vais en revenir juste donc, sur le lien entre antisionisme et antisémitisme. Il y a un rapprochement qui est fait entre la figure du juif et la figure du sioniste. Un lien qui est historique, puisque ça s'est rappelé par moult chercheurs, je pense notamment à Moshe Poston. C'est que le sionisme a été conçu, c'est-à-dire l'idée d'avoir un État pour les Juifs, un endroit où on peut décider de ses propres règles, être protégé de l'antisémitisme, a été perçu par les Juifs, surtout au XXe siècle, mais même avant en réalité, comme un combat d'émancipation. Donc il y a un lien indéfectible entre les deux. Et pourquoi donc est-ce que lorsqu'il y a résurgence du conflit israélo-palestinien, il y a montée de l'antisémitisme en France et ailleurs? Parce que du coup, le rapprochement entre la figure du sioniste et la figure du juif se fait très vite. C'est-à-dire qu'au fond, tout juif est un colon, et puisqu'on ne peut pas aller le combattre en Israël, on va le combattre en Europe. D'accord, ok, c'est là que se fait le lien. Ok, d'accord. Non, mais je l'ai. Sacha. Ma question, elle est pour tous les deux. Vous l'avez vu depuis 5 jours, il y a des énormes tensions dans le débat public sur la manière de caractériser ces attentats et sur la manière dont on l'oppose ou on ne l'oppose pas à la politique d'Israël vis-à-vis de la Palestine et de la bande de Gaza. Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez toutes ces tensions, toutes ces fritures? Pourquoi on n'arrive pas à faire de « en même temps » entre guillemets? Voilà. Comment je l'explique? Moi, je l'explique pas. En fait, ça me désole. Je trouve qu'il y a beaucoup d'indignité. Je trouve que cette espèce de décompte macabre, de concurrence des souffrances dans des moments comme ceux qu'on est en train de vivre sont particulièrement indignes.
Donc voilà, après je pense effectivement qu'il y a c'est-à-dire tu désignes par là la mise à niveau, le miroir qu'on fait. Tous ceux qui alimentent en fait les tensions entre les communautés, tous ceux qui sont dans des espèces de décomptes de victimes, de mise en concurrence, etc., dans des moments dramatiques comme ceux qu'on vit, je crois, sont dans l'indignité. D'accord. Et par ailleurs, comment je l'explique, il n'y a pas une explication, mais je crois qu'il y a aussi énormément de méconnaissances au sujet de ce conflit. Il y a un vrai sujet sur la sémantique, sur les représentations, sur les projections, Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment besoin d'un vrai travail aussi de pédagogie sur les mots, sur ce que veulent dire les mots, sur les réalités historiques, sur la spécificité d'une réalité historique par rapport à une autre, sur beaucoup de choses en fait qui ont aussi nourri des imaginaires, qui font qu'aujourd'hui il y a une forme de déshumanisation. Et que donc, il y a, je cite Delphine Orviller, parce que je trouve que elle a trouvé le mot juste pour en parler, mais elle parle de faille empathique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être dans une indignation commune, humaine, face à des drames humains, et quelles que soient nos origines, quels que soient nos affects, on est juste dans cette dignité collective. C'est qu'effectivement, je crois qu'on n'a pas la même empathie et pas les mêmes projections. Et qu'est-ce qui fait qu'on a nourri cette faille empathique ? C'est que, effectivement, et ça rejoint un petit peu ce que disait Raphaël tout à l'heure, mais je le dirais aussi pour les Palestiniens qui sont décrits comme certains fascistes, comme des barbares, qui seraient tous derrière le Hamas, qui n'auraient pas d'identité, qui n'existeraient pas, qui seraient un peuple qui n'existe pas, etc. De la même manière qu'on a nourri un imaginaire sur les Israéliens comme des colons en puissance, comme des suprémacistes, comme une entité monolithique, alors même que c'est quand même un peuple qui est fait d'énormément de mélanges culturels, de sensibilités politiques différentes, etc. Donc, tout ça a créé, si vous voulez, beaucoup de confusion dans l'esprit des gens qui nous amène aujourd'hui à une incapacité d'avoir de l'empathie ou de s'identifier à des victimes. Voilà. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit ça me parle beaucoup, cette faille empathique que tu as nommée. Je suis assez d'accord avec. Et juste Delphine Orviller et rabbin. Oui. Rabbin français. Et philosophe, absolument. Oui, moi j'ai une question, c'est le décompte macabre, évidemment c'est toujours relativement sordide, mais où commence aussi Aujourd'hui je trouve qu'on est arrivé aussi à un moment, je parlais tout à l'heure du fait qu'on avait l'impression que c'était un événement nouveau là, qui nous arrivait, il y a quelque chose de nouveau, mais il n'y a rien avant. Il y a quand même un moment où il faut faire une contextualisation, et c'est ça qui manque énormément là dans le débat public en France, et vous l'avez dit aussi en disant on ne connaît pas. Voilà, les événements surgissent, on voit des images et on ne connaît pas, on ne comprend pas. Mais on voit aussi que dans le débat français, ceux qui vont contextualiser vont être accusés de justement faire de la comptabilité, etc. Ça devient très difficile, y compris de contextualiser. Il n'y a même pas d'espace pour ça. Si je peux répondre sur ça, vas-y, Raphaël. Je suis absolument d'accord pour dire qu'il y a un passif et qu'évidemment la situation qu'on est en train de vivre maintenant ne vient pas de nulle part. En revanche, il y a peut-être un point de bascule qui vient de se passer et qui explique le fait que dans le débat public actuel, il y a une forme de renouveau, de recrudescence d'intérêt pour ce sujet-là. Maintenant, je pense qu'il faut aussi voir... Je prie de m'excuser, la question m'a échappé. Je parlais à un moment, on a l'impression que même la contextualisation va être criminalisée. Parce que, alors, je pense que c'est pas le moment, c'est l'émotion, etc. Mais ça aide pas à comprendre. Moi, c'était ça beaucoup mon intervention en première partie d'émission. Mais je pense, pour parler concrètement, c'est la question de la réaction de Mélenchon qui est posée actuellement. Mais à la limite, ce serait pas lui. Enfin, tu vois, je comprends la question du Jules sur est-ce que contextualiser, c'est déplacé. Non, c'est absolument pas déplacé, mais c'est une question, si vous voulez. Je pense que ce qui a beaucoup manqué dans ce débat, c'est, pour certains en tout cas, le fait d'avoir un peu être dans la contextualisation et de sortir de la morale. La politique est intimement liée à la morale. Et à partir du moment où il y a eu ces attaques terribles, moi ce que j'appelle des pogroms, parce que ce sont des juifs qui ont été visés dans leur chair parce que juifs, qui ont été mutilés. Un pogrom, c'est un mot russe qui désigne un massacre collectif de juifs dans une bouffée de violence quasi non organisée, enfin une espèce de truc. C'est une des plus ce qu'on a vécu est une des principales attaques que nous avons vécues depuis la Shoah. De mémoire, depuis la Shoah, il n'y a eu qu'un pogrom en dehors de celui-là. Donc la question. Et comparer, c'est pas contextualiser. Parfois, les comparaisons n'aident pas à comprendre ce qui se passe.
Et là, il y a eu un abus de comparaison depuis samedi. Vous pensez à quoi, par exemple? De quoi comme comparaison, le Bataclan, voilà ce dont on parlait en première partie. Parce qu'il faut aussi, le 11 septembre. Il faut aussi acter, je pense. Si vous voulez, c'est le débat qu'on a actuellement sur la réponse israélienne et l'attaque qu'il y a eu de la part du Hamas. Il faut dire deux choses. Un, que le Hamas est une organisation fascisante à but génocidaire. C'est dans leur statut, c'est dans leur déclaration encore récente, où la question n'est pas d'éliminer des Israéliens, c'est d'éliminer les Juifs, pas seulement en Israël, partout dans le monde, je ne fais que citer leurs dirigeants. Donc, partant de ce principe-là, il faut aussi nommer les choses. De l'autre côté, il y a un gouvernement qui réagit, qui a le droit de réagir. Et c'est là où il y a eu les comparaisons avec le Bataclan, c'est que quand il y a eu le Bataclan, les terroristes, on a accepté que le gouvernement mène des opérations pour aller répondre et faire œuvre de justice. En revanche, tu parles de l'arrestation des terroristes. Bien sûr. En revanche, et c'est là où je viens au point que je vois venir, c'est que Israël a un devoir de respecter dans cette réponse-là tous les impératifs de droit international, de droit humanitaire. Et donc, en ce sens-là, les remarques qui sont faites, notamment à l'Assemblée nationale, je pense aux déclarations des présidents de groupe lorsque Mme Borne est intervenue, en ce sens-là, la plupart des groupes de gauche, me semble-t-il, ont très bien réagi en rappelant ces deux principes, que ce droit de réplique est légitime et qui doit se borner dans un cadre humanitaire droit international. Et il y a des questions qui se posent et qui sont légitimes en la matière. Si on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le sionisme et l'antisionisme, tu as bien expliqué, et je pense que beaucoup de gens dans le chat l'ont bien compris, que être antisioniste... je suis désolé, je suis très fatigué, j'essaie de faire le lien avec la notion de colonisation. On peut être contre un gouvernement israélien sans être contre Israël et son droit à exister, etc. Bien sûr. En Israël même, il y a plein d'organisations, de personnes, des intellectuels qui sont... Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui avancent la question de la colonisation comme un argument pour opposer le respect du droit international, justement? Parce que tu rappelles l'impératif de se borner au respect du droit international. Or, il se trouve que le gouvernement actuel d'Israël, et je n'ai pas dit Israël, mais le gouvernement d'Israël, ne respecte pas le droit international en continuant sa politique de colonisation. Et c'est un sujet. C'est un sujet... Pardon, excuse-moi. Anna, vas-y. Oui. Non, mais je t'écoute avec intérêt. On a le temps, mais allez-y. Non, mais je pense que précisément là, on met le doigt sur un sujet qui génère énormément de confusion et qui mériterait plus que le temps qu'on a ce soir pour le comprendre. Mais on va quand même essayer parce que j'ai vu, moi, partout sur les réseaux sociaux, qu'il y avait beaucoup de confusion entre, par exemple, ce qui est de l'ordre de la colonisation des territoires occupés en Cisjordanie, qui est donc contraire au droit international et qui, évidemment, doit être condamné avec fermeté. Et cette notion d'État colonial, c'est-à-dire de dire que le projet d'Israël était un projet colonial à l'origine. Et je crois que ça mérite en fait d'être expliqué, c'est-à-dire que le colonialisme, tel que nous, en tout cas, on l'a vécu en Europe et ailleurs, etc., c'est une métropole qui va occuper un autre territoire pour en prendre les ressources, etc. Le Danemark, l'Espagne, oui, ok. Israël, il n'y a pas de métropole. C'est un peuple qui n'a pas de terre. C'est un peuple qui sort d'un génocide. C'est des gens qui sont des réfugiés du monde entier, qui sont rescapés de la Shoah, etc. Et qui... et il y a par ailleurs aussi, ça peu de gens le savent, une présence juive bien antérieure à la création de l'État d'Israël en 1948. Bien sûr, oui. Il y a toujours eu un foyer juif donc en Palestine et il y a eu les premières immigrations, je crois, en 1800. À partir de la deuxième moitié du 19e. Donc, mais c'est 3000 ans d'histoire, effectivement. Donc voilà, c'est 3000 ans d'histoire et c'est pour ça, je crois que si on est à une époque où effectivement on a besoin de repeindre tout en noir et blanc, on a besoin d'avoir des oppresseurs, des opprimés, d'avoir un schéma qui est très... Tout le monde a besoin, si vous voulez, de se rattacher à cette vision très binaire des choses, alors que s'il y a bien un cas d'école de complexité, de nuances, etc., c'est bien le conflit israélo-palestinien. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'oppression des Palestiniens par le gouvernement israélien. C'est un fait. Et je crois qu'ici, on est tous unanimes colonial, pas comme pour les condamner... Autres, c'est ça? Non. Pas comme les autres colonies. Alors même qu'il y avait l'État colonial. Le mandat anglais a été aussi perçu comme une intervention coloniale. Sauf qu'il n'y avait pas d'État avant. Non, il n'y avait pas de... Oui, mais bon, pour les populations ici, c'est les Anglais décident, puis ensuite, ça change. Il y a quand même une intervention de l'extérieur.
Il y a une intervention de l'extérieur, mais la légitimité et la démarche qui a été celle de la création de l'État d'Israël à l'origine, quelles que soient d'ailleurs toutes les erreurs qui ont été commises et toutes les choses et toutes les injustices qui ont été perpétrées, était un projet précisément d'émancipation et d'autodétermination des peuples qui s'inscrit plutôt dans les luttes décoloniales et dans les luttes de liberté et de droit à l'autodétermination, comme en parlait Raphaël. Donc aujourd'hui, calquer ce schéma complexe sur une réalité coloniale telle que nous on l'a dans nos schémas historiques en Europe et ailleurs, c'est déjà une grille de lecture qui est fausse et qui ne permet pas de comprendre ce qui s'est passé et les enjeux, etc. Donc parler de la colonisation des territoires occupés illégale, évidemment, et il faut la condamner. Et d'ailleurs, à titre personnel, je la condamne sans la moindre hésitation. Mais nourrir Ce que vous voulez dire, c'est que c'est un État colonial qui a la particularité de n'avoir nulle part ailleurs où aller. De toute façon, donc non, c'est pas un État colonial. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas, par exemple, typiquement les kibbutz. Je voudrais qu'on en parle 2 secondes ce soir, qui ont été donc les principales cibles des attaques. Les kibbutz, c'est justement les premières personnes qui sont arrivées en Israël au moment de sa création. Il y avait cette idée d'un idéal socialiste, de retourner au travail de la terre, du collectif, de l'égalité, etc. Donc les kibbutz, c'était vraiment des lieux de vie... Du collectivisme, oui. Voilà, du collectivisme concret qui a continué d'exister. Et c'est d'ailleurs... Aujourd'hui, ces gens-là qui ont été ciblés par les attaques terroristes du Hamas, qui peut quand même aussi nous amener à réfléchir. C'est-à-dire que c'est précisément des gens qui ont continué de croire et de faire exister cet idéal socialiste dans un pays qui a plutôt une dérive d'extrême droite, etc. Et qui sont souvent, et je peux vous en parler parce que pour le coup, là, j'ai une histoire concrète et à vous parler à ce sujet-là, mais c'est des gens qui sont de toutes les manifs tous les samedis contre le gouvernement, contre la politique de Netanyahou. C'est des gens qui sont de gauche, qui sont engagés dans des mouvements pour la paix. Et j'aimerais juste dire un mot là-dessus, je suis désolée, mais vas-y. Par exemple, on parlait de ce voyage qu'on a fait la semaine dernière. J'étais avec cette délégation de femmes internationales au kibbutz Be'eri mercredi dernier. Nous avons rencontré une femme extraordinaire, militante pour la paix, qui, je crois, a plus de 80 ans, une vieille dame qui milite depuis son plus jeune âge, etc., qui a une ONG, justement, qui va chercher aux frontières de Gaza, à la frontière de Gaza, des Gazaouis qui auraient besoin de se faire soigner dans des hôpitaux, etc., pour les emmener en Israël se faire soigner. Cette femme, aujourd'hui, est otage du Hamas. Elle est otage, t'as pas de ses nouvelles ? On ne sait pas si elle est vivante ou morte. Ça fait 24 heures qu'on a des nouvelles contradictoires, qu'on nous annonce sa mort, qu'on nous dit que finalement ça n'est pas confirmé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est otage. Et donc voilà, donc il faut en fait avoir en tête, quand on parle de ce conflit, toute cette complexité qui ne doit pas relativiser la dénonciation de toutes les injustices qui existent. On va continuer nos échanges avec un 3e invité qui vient de nous rejoindre, qui a quitté Dardar, une conférence à laquelle il participait. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Karim Katan. Installe-toi, Karim, merci d'être avec nous. Karim, tu es écrivain, tu es palestinien, tu es écrivain, donc auteur d'une tribune dans Le Monde. Je cite, « Dans la tourmente qui ne fait que commencer, nous devons faire preuve de cœur et de hauteur d'esprit ». Toi, Karim, tu n'es pas un politologue, tu n'es pas un politiste, tu n'es pas un militant, tu es un écrivain. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'exprimer dans une tribune dans Le Monde ? En fait... Pour les Palestiniens, comme je pense pour tout le monde, ce qu'on vit actuellement, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la sidération totale. Déjà, je pense que c'est vraiment la base, c'est la sidération. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais un peu attention à quand je m'exprime, parce que quand on s'exprime à partir de la sidération, on raconte souvent n'importe quoi. Et puis, on raconte des choses qui, dans 3 jours, s'avèrent être fausses. Donc, il y a une espèce de précaution que je prends en ce moment en m'exprimant. J'ai été... donc moi, j'écris notamment en français, j'écris de la fiction, mais aussi quelques textes plus politiques ou de non-fiction. Et depuis le début de Ce qui se passe, parce que je ne vois pas comment appeler ça à part Ce qui se passe, j'ai été vraiment sidéré aussi de la couverture médiatique, par exemple, dans un pays comme la France. Qu'est-ce qui t'a sidéré ? Je voyais défiler, en fait, par exemple, le Live du Monde, qui pour moi est quand même une référence, en fait. Je lisais le Live du Monde, et je lisais... Le Monde a publié un éditorial qui était super, et puis après, ça a été un flot de tribunes, dont la tienne ? La seule, qui est un peu différente. Non, aujourd'hui, il y a Elias Sambar qui a publié un entretien dans Le Monde, mais qui était hors de tout contexte,
qui présentait ce qui se passait dans une absence totale de contexte. Et tout ce que je voulais faire, c'est dire ce qui me tenait à cœur, c'était mettre un peu de contexte sans non plus entrer ni dans la confrontation, parce que en fait, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon fort. Je suis un mec lent, j'aime bien avoir du temps. Vraiment, non mais vraiment, genre, je suis lent, je sais pas ce que je pense à des moments. Donc... Et inviter un tout petit peu de contexte un peu raisonné dans ce... Et on en parlait tout à l'heure, effectivement, du contexte. Dans ta tribune, tu écris « Le deuil ne se distribue pas entre ceux qui le méritent et ceux qui ne le méritent pas. On peut dire les massacres comme ceux qui ont eu lieu à la rave party sont une horreur indigne et Israël est une puissance coloniale féroce, coupable de crimes contre l'humanité. Point. Reconnaître une horreur n'implique pas d'en minimiser une autre. » C'est une manière pour toi de contextualiser, c'est une manière pour toi de mettre en dialogue des événements et des faits. Ça peut aller en contradiction avec une partie des choses qui ont été dites plus tôt dans cette émission, c'est pour ça que ça m'intéresse de donner la parole là-dessus. En fait, comment dire, moi je suis plein de rage. Hein, là, je veux dire, je suis plein de rage, d'une manière vraiment qui même m'étonne moi-même. Le truc, c'est qu'à un moment, sa rage, il faut savoir quoi en faire, en fait. Il faut savoir la calmer et la rendre utile. Et ça, c'est quelque chose de très difficile pour tout le monde. Je pense que tout le monde est plein de toutes sortes de rage, et je ne suis pas une personne qui a de la rage en général. Donc c'est vraiment, je me suis dit, non mais c'est pas possible. Et en fait, tout ce que je recevais, là je dis le monde, mais je veux dire aussi d'autres choses. En fait, tout le monde était dans des binarités qui me semblaient débiles, vraiment débiles. C'est-à-dire qu'à un moment, où il y avait ce truc où ça explique... Enfin, il faut condamner ça parce que sinon ça, parce que machin et tout. Et en fait, on est là, mais dans une réalité comme la réalité palestinienne ou la réalité israélienne, il y a plein de choses qui paraissent contradictoires quand on les regarde de loin, un peu de haut et tout, qui ne sont pas contradictoires. En fait, rappeler que nous, on vit... Parce que c'est ça, parce qu'on dit puissance coloniale. Le problème, c'est que quand on dit puissance coloniale ou ce genre de mots, les gens ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Aussi, c'est important. On en parlait juste avant que tu arrives sur le plateau. C'est très important, mais parce qu'il y a une réalité concrète de ce qu'est une colonisation et une puissance coloniale. Et en fait, les gens l'oublient. Enfin, l'oublient, c'est normal, on ne sait pas ce que c'est. Donc en fait, c'est hyper important de le rappeler parce que ça explique. Alors explique, ça veut évidemment, on revient à cette espèce de vieille marotte, mais expliquer, ça ne veut pas dire justifier. Ça ne veut pas dire... ça fait du bien de le rappeler parfois. Oui. Non, mais c'est hyper important. Mais là, je parle de ça, mais comme de tout dans le monde, en fait. À un moment, il faut solliciter la rationalité. Et il y a un contexte en Palestine qui est un contexte insupportable. Donc voilà, c'était aussi pour rappeler ça. Sacha Usul. Sacha. Je veux te poser la question du coup que j'ai posée à Raphaël et Anna au début de l'émission. Tu dis on ne peut pas confronter le massacre, on ne peut pas confronter la politique d'Israël. Comment tu expliques que ça fasse autant, ça crée autant de tensions en France, justement, qu'on n'arrive pas à expliquer, enfin pas à expliquer l'un par l'autre, mais à se dire, il y a eu ça, mais il y a aussi ça. Tu peux clarifier ta question ? Non, je suis pas très claire, je suis désolée. Non, c'est moi qui j'aimerais bien retrouver les termes que j'ai utilisés au tout début. Vous vous en souvenez, vous, de ce que Non, c'est sur le contexte français. Voilà, c'est ça. En France, on a des tensions énormes en ce moment entre le discours de il y a eu ce massacre samedi et on l'oppose à la politique d'Israël depuis des années dans la bande de Gaza. On n'arrive pas à faire du en même temps, en fait. Pourquoi on n'arrive pas à faire du en même temps ? Alors, juste pour être plus spécifique, il y a eu ce massacre et il y a eu, depuis, de nombreux massacres là-bas, à Gaza, partout. Et on ne le met pas en regard avec juste la situation à Gaza, mais avec la situation coloniale dans la Palestine en général. Je pense qu'on n'arrive pas à faire ce... Enfin, je ne veux pas avancer parce que je ne sais pas, mais je pense qu'on n'arrive pas à faire ce en même temps, d'abord parce qu'il y a de la rage. Je pense que tout le monde... La colère empêche la colère, il y a cette chose qui fait qu'en fait... et je ne juge pas ça, je comprends en fait qu'on ne puisse pas solliciter dans ce genre de moment ça. Je pense aussi une autre chose tout à fait qui a toujours été un peu là, mais là qui est devenue évidente d'une manière qui m'a profondément blessé en fait, vraiment profondément blessé, c'est une déshumanisation totale des Palestiniens. C'est-à-dire qu'en fait on est en train de... On voit en fait comment on couvre par exemple... J'aime pas prendre cet exemple parce que ça fait croire que je le minimise, mais je ne le minimise absolument pas. La manière dont on couvre le massacre de l'Aref, qui est un truc
monstrueux. La rave party. La rave party, je dis pas l'inverse. À la manière dont on parle, par exemple, des massacres à Gaza. C'est incroyable. À Gaza, en gros, la manière dont on le comprend, y compris dans le monde, parce que moi, c'est le monde qui m'intéresse, vraiment, c'est ça, moi, le cœur de ce qui m'intéresse. On comprend un peu que le monde, ça grouille de gens, de Palestiniens. Les Palestiniens, ça fait quoi? Ça tue et ça meurt. C'est normal. Je veux dire, quand on se le prend dans la gueule, quand même... Je rappelle que tu es toi-même. Tout à l'heure, je vas-y. Je suis allé jusqu'à faire le comparatif en disant, en même temps, en France, on est dans un pays dans lequel, quand un Arabe se fait tuer à bout portant par un policier, on lui fait une cagnotte au policier. Est-ce que pour toi, et on m'a dit, tu exagères, les gens ne font pas le rapprochement. Ah non, j'ai pas dit ça pour ça. Hein. Non, la cagnotte, on est tout à fait d'accord. Bon. Non, s'il te plaît, me prête pas des propos comme ça. C'est ce continuum qui résonne. Ou je vais trop loin? Ou peut-être. Après, encore une fois, sur la valeur de la vie. Et après, oui, Raphaël. Je pense qu'il y a peut-être une chose qui m'a toujours. Ça répond à ta question, je pense, mais qui me sidère en France. Mais ça, c'est un truc très français d'ailleurs. L'expression préférée de la France quand il se passe des trucs, c'est l'importation du conflit. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, les politiques français, de toute façon, importent ce conflit. Comme si c'était un bien je sais pas, comme si c'était une. Il est structurant, ce conflit. Il est structurant de la France. Mais oui, bien sûr. À un moment, c'est comme ça. Moi, je préférais qu'il ne soit pas structurant de la France, mais je pense qu'il y a effectivement un continuum. Après, je pense que... on ne parle pas des mêmes rapports de pouvoir non plus, évidemment. Donc, même en termes d'échelle, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si les gens se disent ça. Je ne peux pas m'avancer en disant les gens se disent ça, mais je pense qu'effectivement, il y a un continuum de violence que peut-être les gens perçoivent de la même manière. Mais je suis pas sûr. On arrive déjà à la fin de nos échanges. Je vais vous poser la même question à tous les trois et ce sera votre manière de conclure. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté. J'ai introduit cette séquence en rappelant l'ancienneté de ce conflit. Plus de 70 ans de conflit. Il pourrait paraître interminable, notamment pour les jeunes, pour des jeunes qui nous regardent, qui regardent cette émission et qui se disent... Quels sont les belligérants qu'on a en face de nous? On a le Hamas d'un côté qui veut la destruction totale de tous les juifs à la surface de la planète. Et on a un gouvernement israélien qui veut continuer sa colonisation, qui veut avoir... on a entendu des mots vengeurs de la part du chef de l'armée et qui ne respecte pas le droit international. À un jeune qui désespère, est-ce que vous avez une réponse à apporter? Elle est horrible, ma question. De toute façon, cette émission est impossible. Non, voilà. Moi, justement, j'aurais bien aimé qu'on puisse voir quelques images de ces femmes qui étaient rassemblées encore. Alors, on peut les remettre si tu veux. On peut remettre ces images et tu peux les commenter si tu veux. Je crois peut-être que c'est peut-être une des réponses au désespoir. Ça arrive. C'est de savoir aussi que dans la société civile israélienne et palestinienne, il existe énormément de gens qui ont compris, encore une fois, j'en reviens à ce que je vous ai dit au début de cette émission, et je ne sais pas si nos différents témoignages ce soir, parce que déjà, on est chacun des individus différents avec des histoires et des sensibilités différentes, mais je ne sais pas si vous nous avez choisis comme invités en vous disant peut-être que vous alliez avoir... de juifs qui allaient défendre Israël. Sûrement pas. Il faut vraiment que tu parles dans ton micro, Anna. Mais sûrement pas. Non, si ce qui vous rassemble tous les trois, c'est que vous vous êtes exprimés. Et c'est pas du tout ce qu'on a cherché. Non, mais bien sûr, mais c'est pas une attaque. C'est juste que ce que je tiens quand même à affirmer. Ça aurait pu être facile. Je tiens quand même à affirmer qu'on refuse en fait ces schémas, qu'il est temps maintenant qu'on réussisse à construire ensemble un nouveau narratif qui accepte la légitimité de l'autre, qui reconnaît la légitimité de l'autre, qui écoute aussi. Même quand ça lui coûte ce qui est une autre vérité que celle avec laquelle effectivement on a pu grandir ou qui a pu nourrir notre rapport au monde. Et je crois que c'est la leçon en tout cas que m'ont transmise ces femmes, et pas que ces femmes d'ailleurs, tous ces militants qui sont sur le terrain et qui vivent là-bas. Et je crois que c'est peut-être notre plus bel horizon pour ne pas désespérer. Merci beaucoup, Anna. Raphaël? Je reconnais être extrêmement pessimiste, donc je n'apporterai pas des éléments positifs. Alors parle de ton pessimisme. Non, mais je te demande pas On va tomber collectivement dans la dépression, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a, sur deux plans, il y a quelque chose il y a un vent qui est très mauvais. En Israël et en Palestine, d'abord, je pense que le niveau de ressentiment respectif atteint un niveau de sommet. Je le dis sous le contrôle de Anna parce que moi, je n'ai pas été là-bas, donc au fond, peut-être que je divague, mais j'ai l'impression que le niveau de ressentiment est en train d'atteindre des sommets avec des deux côtés de la société des extrémismes qui sont en train de monter. Et en France, je parlais d'antisémitisme. Je tiens à dire que
Et d'ailleurs, je me permets d'invoquer Usul, qui a fait une très bonne vidéo sur la question de l'antisémitisme à gauche. Je peux témoigner qu'il y a une rupture actuellement entre les juifs, y compris de gauche, et la France insoumise. Parce que ça s'inscrit dans... Si vous voulez, les dernières déclarations s'inscrivent dans un continuum déjà, quand Mélenchon avait expliqué que les idées d'extrême droite de Zemmour venaient de son judaïsme, ou que les compatriotes de Jésus qui l'ont mis sur la croix, enfin bref, des choses qui étaient extrêmement pénibles à vivre. Ça fait partie des sorties effectivement marquantes. C'est des sorties qui ont été extrêmement pénibles, je tiens à le souligner. La dernière déclaration qui n'a pas voulu qualifier ce qu'était le Hamas, parce que c'est tous les débats, est-ce que c'est terroriste ou pas, au fond, le fond du débat, c'est quoi le Hamas? Il n'y a pas de réponse de la France insoumise. Si, c'est un mouvement terroriste, ils l'ont dit maintenant. Oui, peut-être trop tard, ou peut-être pas au bon moment. La temporalité est très significative en politique. Ok, d'accord. Oui, non, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure. Donc il y a ça. Quand on érige Enrico Macias comme la nouvelle menace nationale contre Mélenchon, alors que, pardon, mais quand vous recevez tous les jours des messages de synagogues qui sont en train de se barricader, je trouve ça d'un ridicule absolu. Et en fait, juste pour conclure sur ça, là où je suis assez inquiet, c'est que j'estime que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas l'apanage d'un camp. Le comportement de la France insoumise va conduire au fait que la lutte contre l'antisémitisme va être l'apanage de la droite. Et je m'en désole, pour une raison très simple et pour le dire un peu crûment, parce que le philosémitisme, alors notamment de l'extrême droite, du Rassemblement national, n'est qu'une façon d'attaquer les Arabes, pour le dire de façon très simple. On l'a dit. On l'a dit. De façon très simple et très claire. Donc, ce ne sont pas du tout des alliés, ce sont des ennemis en la matière. Et donc, la France insoumise, par son comportement, participe au cloisonnement de la lutte contre l'antisémitisme. Et je trouve ça bien dommage. La parole, on continue. Usul, tu veux... Non, juste un dernier truc. C'est vrai qu'historiquement, dans l'histoire de la gauche, d'ailleurs, il y a plutôt, jusqu'à la guerre des 6 jours, etc., un soutien assez fort dans la gauche à Israël. Et il n'y a pas un antisémitisme qui est gravé dans l'histoire de la gauche, très, très fort. Enfin, on peut remonter à Dreyfus, etc. C'est la gauche qui se mobilise, voilà. Et par contre, le truc sur Enrico Macias... J'entends, voilà, ça rigole, etc. Moi, je trouve ça fou qu'on donne autant d'importance à cette séquence. Moi, ce que je trouve ça fou, c'est qu'on ne donne pas d'importance au fait qu'on puisse dire à la télé, il faut les dégommer physiquement. Non, mais c'est une violence qui est condamnable, on est d'accord. Mais oui, non, mais entre Enrico Macias, qui a un dérapage, et des synagogues qui sont en train de se barricader derrière des voitures de police, et que la France insoumise ne dit absolument rien sur ça, je suis désolé, non, il y a un problème. Il y a un problème qui est grave. On va laisser Usul terminer. Non, j'ai vu beaucoup de ça, les réactions sur les réseaux. C'est-à-dire, le mec dit à la télé sur CNews, il appelle à dégommer les insoumis. Et alors, les gens dans le plateau, pour ceux qui n'ont pas vu l'extrait, lui disent attendez, dégommer politiquement. Et lui, il dit physiquement. Et Pascal Praud le reprend et fait non, vous pouvez pas dire ça parce que Pascal Praud sait très bien qu'après les rappels de l'Arcom c'est pour sa gueule et c'est Bolloré qui va. Il y en a quelques-uns sur son bureau. Oui, j'imagine aussi. Mais la seule menace qu'a Jean-Luc Mélenchon en la matière, c'est les grands-mères en maison de retraite qui écoutent Enrico Macias. Non, on a quand on est un militant de gauche dans ce pays, on a des menaces. Jean-Luc Mélenchon, il y a eu des attentats, il y a eu des projets d'attentats contre lui qui ont été jugés. Moi, je suis un militant de gauche, j'ai des menaces, j'ai des agressions aussi de temps en temps dans la rue. Donc, on n'est pas non plus dans les sphères éthérées. Il y a un danger qui peut être sérieux. Moi, s'il y a des gens qui disent il faut absolument dégommer Usul dans un média ou dégommer les insoumis, je suis désolé. Oui, ça me met aussi en danger. On peut pas juste ricaner et dire ça va, c'est qu'Enrico Macias. Non. Des menaces existentielles qui existent sur des gens en France, des menaces existentielles. Je pense qu'on a entendu vos points de vue. Un dérapage condamnable d'un monsieur qui probablement pas condamné, mais condamnable. Pardon ? Vous l'avez pas condamné, vous avez rigolé. Non, moi j'ai condamné, vous pouvez regarder sur mon Twitter. Oui, non, mais là sur le plateau. Parce que je trouve que la comparaison, elle est. Je pense qu'on a entendu à tous les deux vos points de vue et on vous mettra pas d'accord. Je voudrais continuer avec toi, Karim, en te posant la même question. Qu'est-ce que tu répondrais à un jeune qui serait tenté par le désespoir ? Je vais citer, il y a deux articles, deux choses très belles qui ont été publiées ces derniers jours. Le billet de Mona Chollet, qui est exceptionnel, qu'elle a publié sur son blog, où elle dit tout. Franchement, tout. Exceptionnel. L'autre truc, c'est un entretien avec Simone Bitton, qui est une réalisatrice juive marocaine, dans Télérama il y a quelques jours. Et à un moment, je sais plus, il lui demande c'est quoi la solution, un truc avec des questions à la con de base. Non, vraiment. Et elle dit la chose la plus claire, la plus vraie, la plus juste, la plus simple, c'est la solution existe et tout le monde la connaît, c'est la fin de l'occupation. Bon. Okay. Je me suis dit, j'ai rien à rajouter à ça. Merci beaucoup, Karim. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos 3 invités qui nous ont fait l'immense plaisir
de venir sur ce plateau, un plateau difficile. Je vais vous laisser quitter le plateau, on va conclure l'émission et on vous rejoint juste après. Merci beaucoup. Merci à vous. Attendez, faites pas du tout ce que je viens de dire. J'ai quand même oublié la moindre des politesses, c'est de vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver. Anna, on a parlé de ton association, les Guerrières de la Paix. Est-ce que vous avez un site internet, des réseaux sociaux? Vas-y, c'est le moment, fais ta pub. Ok. Non, oui, on a un site internet et on a des réseaux sociaux. Les Guerrières de la Paix, un documentaire à regarder qu'on peut retrouver. On communique beaucoup, particulièrement sur Instagram. Et effectivement, oui, surtout un documentaire à regarder, surtout d'aller vous renseigner sur ces associations palestiniennes et israéliennes, sur les femmes de Women of the Sun, sur les femmes de Women Wage Peace, sur l'organisation Roots qui a été créée par Ali Abou Awad, et de continuer de relayer leur voix ici et partout. Merci beaucoup à toi, Anna. Raphaël, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Tu publies souvent des tribunes, tu as un blog, dis-nous un peu. Principalement sur Twitter, Raphaël avec un F-EYTH. Parce que mon deuxième prénom c'est Ethan, donc 8. Okay. Donc Raphaël-8 et des tribunes régulières dans des médias généralistes. Ok, très bien. Et toi, Karim, où est-ce qu'on peut te retrouver? En librairie, sans doute? Ouais, j'ai quitté tous les réseaux sociaux. Trop bien, je recommande. Vraiment. Non. Et pour la paix. La déconnexion. Et j'ai publié des livres donc, en librairie. Ton dernier? Mon dernier livre, c'est Le Palais des Deux Collines. C'est un roman qui est paru aux éditions Elisade. Très, très belles éditions tunisiennes qui dispo un peu partout. Merci beaucoup à vous trois encore une fois. Je vous laisse partir. Merci à vous. Merci du fond du cœur d'avoir accepté de venir sur ce plateau.